Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, et comme tous les lundis, c'est un quart d'heure américain avec notre envoyé spécial, c'est Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir Fabrice. Au sommet, on va reparler bien sûr de ce shutdown quasi historique, 40 jours, ça va peut-être bientôt s'éteindre, et puis on reparlera de l'abus de droit de douane devant la Cour suprême avec Donald Trump sur la sellette. Mais tout d'abord, Pierre-Yves, happy birthday, je crois que c'est le grand jour pour vous. Ah oui, il y a des dates que je préfère ignorer quand on dépasse un certain seuil. Mais non, c'est très bien. Bon, allez, on parle shutdown. Est-ce que c'est fait, ce shutdown, ça en prend le chemin? Oui, ça n'a rien à voir avec mon anniversaire d'ailleurs, mais on voit la lumière au bout du tunnel. Ça n'est pas du goût naturellement des leaders du Parti démocrate, tant du côté du Sénat. Monsieur Chuck Schumer n'est pas content du tout. Monsieur Hakeem Jeffries, côté Chambre des représentants, a déjà annoncé qu'il continuait le combat, mais le gang des 8 s'est formé au cours du week-end. Dans ces 8 sénateurs démocrates, il y en avait 3 qui déjà avaient régulièrement voté pour la solution républicaine au shutdown, et puis il y en a quelques autres qui se sont ralliés à eux. Y compris d'ailleurs le sénateur Durbin de l'Illinois, qui n'est pas particulièrement centriste d'ordinaire, mais les 2 sénateurs du Nevada, les 2 sénateurs du New Hampshire, l'extraordinaire sénateur démocrate de Pennsylvanie, que l'on voit généralement en short et en sweater avec une capuche, qui lui est depuis le début contre ce shutdown artificiel qui a été décidé par les leaders démocrates pour éviter d'être débordés par la gauche de leur parti, et qui visait à obliger les républicains à réintroduire l'élimination de subventions pour les primes d'assurance maladie à hauteur d'à peu près 30 milliards par an. Ça n'est pas une paille. Cette tactique a échoué. Oui. Et en tout cas, 41 jours, oui. Et les républicains ont tenu bon. Elle a réussi probablement d'un point de vue électoral, c'est important de le rappeler, parce que mardi dernier, on a eu des élections partielles, et la base du Parti démocrate et la gauche du Parti démocrate a été mobilisée en partie en raison du shutdown. L'ampleur de la victoire de la candidate démocrate pour le poste de gouverneur en Virginie doit beaucoup au shutdown, parce qu'il y a en Virginie beaucoup d'employés du gouvernement fédéral américain qui ne sont plus payés depuis le 1er octobre et dont une grande partie doit continuer de travailler, mais a été voté dans un vote de procédure il y a quelques heures à Washington, à 60 voix contre 40, une solution qui devrait être au cours des prochaines heures validée par un autre vote au Sénat, qui devrait déboucher ensuite sur un autre vote à la Chambre des représentants et une signature par le président Trump. Cette solution, que dit-elle? Elle ne dit rien sur le papier, sur ce qu'exigeait le leadership démocrate. En revanche, elle va financer pour 12 mois le département de l'agriculture, le département des anciens combattants, les finances fédérales du Congrès lui-même, et elle va rembaucher tous les employés fédéraux qui avaient été licenciés. Elle va garantir que tout ce gros monde sera payé rétroactivement. Et tout cela en échange d'une promesse d'un vote d'ici la mi-décembre, d'une solution à cette question de la subvention des primes d'assurance maladie. Alors qu'une solution intéressante est en train d'émerger, proposée par un élu de Louisiane et reprise à son compte par le président Trump, qui dit: écoutez, si vous voulez vraiment que quelques 40 millions d'Américains qui dépendent de subventions fédérales pour leur assurance maladie aient de l'argent, au lieu de donner cet argent aux compagnies d'assurance, donnons-le directement à ces 40 millions d'Américains qui décideront ensuite de faire ce qu'ils veulent de cet argent. Cette solution-là, si elle est adoptée, réformerait Obamacare, et ce n'est pas quelque chose qui est bien vu par la gauche du parti. Oui, en effet. On parle de cette date du 30 janvier, donc on aurait un accord provisoire. Comment ça se passerait, Pierre-Yves Dugas? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de budget. Aux États-Unis, il y a 12 lois de finances séparées qui financent en gros 12 grandes catégories de dépenses discrétionnaires fédérales. Le département de l'agriculture serait couvert sur 12 mois. Le département des anciens combattants aussi, et tout ce qui dépend des finances du Congrès aussi, ça fait 3 sur les 12. En revanche, il reste le reste, 12 moins 3, qui là ne serait financé que jusqu'à la fin du mois de janvier. Il faudra trouver pour ces lois de finances-là
un compromis pour financer le reste du gouvernement fédéral, mais ça serait tout de même la fin d'un shutdown qui a duré 41 jours Oui. et qui, à mon avis, a fait beaucoup de mal, même si ça s'arrête demain. Cette affaire a fait beaucoup de mal. Certes, elle a coûté quelques 15 milliards de dollars par jour à l'économie américaine, ce qui est désagréable, mais ce qui est supportable. Et comme tout le monde va être payé rétroactivement, on va avoir un surplus de dépenses au cours du mois de décembre. Mais les compagnies aériennes ne sont pas contentes parce que leurs avions ne sont plus pleins. On a quelque chose comme 700 vols quotidiennement annulés aux États-Unis. Et on voit arriver le pic des voyages en avion aux États-Unis, c'est-à-dire dans quelques semaines, le dernier jeudi de novembre, Thanksgiving. Et il faut absolument que toute cette affaire d'absentéisme des aiguilleurs du ciel soit réglée. Donald Trump, tout à l'heure, l'a dit. Bien que le shutdown ne soit pas officiellement terminé, il exige que tous les aiguilleurs du ciel rentrent chez eux pour travailler, abandonnent leurs vacances forcées et il propose un bonus de 10 000 $ à chaque aiguilleur du ciel qui aura continué de travailler sans être payé depuis le 1er octobre. Mais cette affaire, d'un point de vue politique, est un mauvais exemple parce qu'elle va donner probablement des arguments à ceux qui, à droite du Parti républicain, donc l'opposé de la gauche du Parti démocrate, la volonté de tout bloquer pour exiger que quelque chose qui leur tienne à cœur soit pris en compte par la politique de la Maison-Blanche. Et ça n'est pas une bonne chose, ni pour l'administration Trump, ni pour les futures administrations. Ouais, et puis du côté des démocrates, on a vu cette belle victoire avec la mairie de New York la semaine dernière. Là, on voit le spectacle de la division. C'est un petit peu inquiétant à un an des midterms. Alors, moi, je voudrais revenir sur... tu avais raison, Fabrice. Je voudrais revenir sur un risque. On a beaucoup parlé, notamment avec vos invités au cours des dernières semaines, de ce risque qui peut peser sur la qualité, la stabilité institutionnelle américaine, avec ces coups de boutoir qui sont donnés par Donald Trump, qui veut concentrer dans les mains du président énormément de pouvoir, revenir sur l'indépendance de certaines agences, en particulier sur celle de la Fed. Il y a un autre danger. Ce danger, c'est que la réaction de l'électorat de vouloir rejeter ce type d'attaque pratiquée par Donald Trump nous fasse venir aux élections de mi-mandat l'an prochain une majorité franchement à gauche dans les deux chambres du Congrès et qui fasse basculer les choses dans le sens inverse, qui nous muselle complètement Donald Trump, mais qui réintroduisent un certain nombre de politiques qui ne conviendraient pas du tout au marché boursier, en particulier en matière de taxation. Donc, méfions-nous, il ne faut pas trop se réjouir de ce qui semble être les limites de la révolution nationaliste et protectionniste américaine, parce que c'est peut-être un signe avant-coureur d'un retour de politiques progressistes très fortes qui ne plairont pas à Wall Street. C'est clair. Et puis, on parle aussi avec vous, Pierre-Yves, de ce deuxième sujet, l'abus de droits de douane devant la Cour suprême. Expliquez-nous de quoi il retourne exactement. Alors, je crois qu'il va falloir que l'on apprenne un chiffre important, c'est le chiffre 122, la section 122 de la loi commerciale américaine de 1974. C'est le plan B, en fait. Si la loi de 1977, qui est invoquée par Donald Trump pour imposer de manière extrêmement arbitraire et changeante des droits de douane à volonté, en évoquant des urgences nationales qui sont complètement subjectives et qui, franchement, parfois n'ont rien à voir avec les questions commerciales. N'oublions pas que le Brésil a été frappé, et l'est toujours, de sanctions commerciales de droits de douane de 50% parce que Donald Trump n'est pas satisfait de la manière dont le système judiciaire brésilien traite l'ancien président brésilien. Ça n'a plus rien à voir avec le commerce. Si cette loi est invalidée, comme je vous l'ai promis la semaine dernière, et je m'engage à nouveau à manger ma casquette de baseball si je me trompe, d'autres lois sont disponibles et la section 122 de la loi commerciale est une possibilité pour cela. Elle permettrait au président Trump d'imposer du jour au lendemain, en raison de questions qu'il juge de sécurité nationale, des droits de douane de 15% à tous les pays, la différence étant que ces sanctions ne sont valables que 150 jours, et au terme des 150 jours, il faut qu'il y ait un vote du Congrès. Rien que l'utilisation de cette solution-là, de cette alternative à cette loi
qui pourrait être invalidé par la Cour suprême, créerait beaucoup de maux de tête pour les importateurs américains, bien qu'elle puisse déboucher au bout de 150 jours sur un vote du Congrès qui n'est pas acquis d'avance. Ouais, tout à fait. On verra évidemment comment ça se passe. Et puis, quelle est votre équipe de baseball favorite ? Quelle casquette vous avez ? Je dois dire que le baseball, c'est pas trop mon truc. J'ai des casquettes dans mon placard. J'avais la casquette de l'équipe de Philadelphie. J'ai des amis qui sont absolument fanatiques des Cubs de Chicago. Mais le baseball, on m'a expliqué 1000 fois. Et la seule chose que je comprends au baseball, c'est que ça dure 5 heures et qu'on peut manger beaucoup de hot dogs et boire beaucoup de bière et qu'on rate pas grand-chose. Ouais, ça peut être mettre un petit peu plus parfois durant certaines finales. Merci Pierre-Yves Dugas, notre correspondant aux États-Unis, pour ce quart d'heure américain tous les lundis en direct. Les explications de tout ce qui se passe du côté de la finance américaine. Merci Pierre-Yves, à très bientôt. Cette édition de Smart Bourse se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment en direct, pas demain. Les marchés sont ouverts, mais il n'y aura pas d'émission. On se retrouve mercredi 12 novembre en direct. D'ici là, passez une excellente soirée sur Bismart.